Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo review analyse du chapitre 818 de One Piece. Et quel gros chapitre. Mais avant de commencer, je tenais à m'excuser en avance si jamais vous remarquez que ça part un petit peu en vrille, que ça part très loin dans mes réflexions, parce que quand même c'est un chapitre qui aborde des sujets qui suscitent beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements. Donc je préfère vous prévenir avant et m'excuser en avance. Normalement, comme on est structuré ici, ça devrait aller. Inch'Allah, je fais pas de dépassement, comme on dit en Russie. Mais, je sais pas, je préfère vous prévenir. Peut-être que parfois dans mes spéculations, parce qu'il y aura beaucoup de spéculations, parce que ce chapitre, c'est quand même... il aborde des sujets très vagues, des sujets dont on n'a pas forcément de réponse. Donc, je pense que ça va aller un peu loin. Mais voilà. Ceci dit, on va commencer par le chapitre dans sa globalité. Pour moi, ce chapitre, il marque tout simplement le plus gros tournant dans l'histoire de One Piece. Oui, pas seulement de ce trimestre, pas seulement de cette année, mais tout simplement de tout One Piece. Pour moi, ce chapitre, c'est le plus gros tournant qu'on ait jamais eu. Je m'explique. Certains d'entre vous vont sûrement me dire qu'il y a eu d'autres tournants beaucoup plus importants à leurs yeux, comme, je sais pas, peut-être la mort de Ace qui a permis de découvrir le Haki des rois, l'apparition de Kuma, le Shichibukai qui a permis au Mugiwara de passer un certain cap, passer un certain level, l'apparition, je sais pas moi, de peut-être la mort de Barbe Blanche qui a permis de relancer un petit peu l'ère de la piraterie. Tout ça, je suis d'accord avec vous, c'est des chapitres, c'est des moments qui ont révolutionné ou un petit peu donné, ils représentent une phase transitoire, le passage d'une étape à une autre dans One Piece. Mais là, c'est complètement autre chose, parce que là, c'est ce chapitre-là, pour deux raisons. Je pense qu'il y a deux raisons, pour vous résumer le truc. Ce chapitre-là, il a abordé un petit peu tous les sujets graves, entre guillemets, tous les sujets les plus importants de One Piece. La majeure partie de ces sujets-là, je dis bien la majeure partie, pas tous, je suis d'accord, mais une grosse partie. Il y aura sûrement des chapitres qui vont être plus importants, mais celui-là, il va rester quand même parce que je vais vous dire pourquoi. Déjà, comme je vous l'ai dit, il a abordé des sujets, il y a eu des expressions, des mots clés de One Piece, notamment One Piece, Raftel, Gold Roger, Siècle oublié, Poneglyph, Empereur, Kaido, Big Mom, des mots, mais vraiment, c'est ce qui font le côté un petit peu mystérieux de One Piece. Et ça, pour aborder ça, c'est qu'on sent que c'est un chapitre pas comme les autres, c'est un chapitre qui va marquer un tournant. Et la deuxième chose, c'est tout simplement que ce chapitre-là met en place les enjeux du nouveau monde. Et ça, c'est pas rien, parce que un chapitre qui met en place les enjeux du nouveau monde, c'est tout simplement un chapitre qui montre un petit peu que c'est le début de la fin. Une fin, certes, qui va durer 10 ans, mais c'est un peu le début de la fin de One Piece. Ce chapitre-là, c'est le début de la fin, parce qu'on a quand même... on sent que c'est quand même la ligne droite, la dernière ligne avant d'arriver... avant que Luffy ne devienne roi des pirates. C'est un peu la dernière ligne droite, si je puis dire. Et donc, voilà, ce chapitre-là, il marque un tournant. C'est-à-dire qu'on passe d'un One Piece où c'était l'aventure, c'était la progression dans Grand Line, c'était devenir plus fort. Là, on passe directement à un autre level, celui dans lequel Luffy va commencer à viser Raftel et viser le titre de roi des pirates. Donc pour moi, ce chapitre est un tournant jusqu'à présent dans One Piece. Il y aura sûrement d'autres tournants beaucoup plus au fur et à mesure que l'histoire avance, mais pour l'instant, je pense que ce chapitre-là, hormis le fait que ce soit, je parle pas du fait que ce soit le meilleur ou non, c'est pas le meilleur, mais c'est celui qui marque un tournant. Voilà, je voulais souligner ça. En ce qui concerne le chapitre en lui-même, je pense que inutile de le rappeler, mais il y a eu énormément de choses, énormément d'éléments qui ont été abordés. La première révélation concerne les road poneglyphes. Donc on apprend qu'il existe ce qu'on appelle des road poneglyphes qui, dans un sens, permettent d'atteindre Raftel. C'est-à-dire que en rejoignant ou en joignant les points sur une carte, on a l'emplacement de Raftel. Mais pour cela, il faut trouver 4 poneglyphes dispersés dans le monde entier. Ces 4 poneglyphes... D'ailleurs, avant de continuer concernant les poneglyphes,
on voit que Luffy, lorsque Inuarashi lui annonce que c'est pour trouver Raftel, c'est le dessin de ces poneglyphes, c'est-à-dire le but de ces poneglyphes, c'est de trouver Raftel. Luffy a une réaction assez intéressante que je trouve par rapport à Raftel et au One Piece. Luffy se demande, je vous conseille d'aller relire si vous avez oublié, mais Luffy se demande si c'est Raftel là. Je pense qu'il dit que je me demande si c'est là-bas où se trouve le One Piece ou pas. Donc là, il y a un petit doute. Et connaissant Oda, je commence à me méfier avec lui. À chaque fois qu'il y a une petite phrase, ça peut partir sur des choses complètement what the fuck. Donc, je me demande, vu le doute que soulève Luffy, si le One Piece se trouve sur Raftel, ou si c'est simplement peut-être la dernière étape, mais que le One Piece ne s'y trouve pas. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est secondaire, on verra par la suite. Il nous reste, il en reste du temps avant de se poser cette question. Et pour revenir aux quatre poneglyphes, aux 4 autres poneglyphes, il est dit qu'il y en a 4. Un sur Zou, qu'on voit dans le chapitre. 2 détenus par des pirates qui ne sont autres que Kaido et Big Mom. Et un 4e dont on ignore l'emplacement. D'ailleurs, je vais faire une théorie sur le 4e poneglyphe et son emplacement. J'ai beaucoup d'idées. J'espère que ça va vous plaire. Je pense que ça va venir très vite après cette vidéo. Mais voilà, j'ai beaucoup d'idées concernant le 4e poneglyphe. Mais on va rester sur les 2 autres. Donc, le deuxième est détenu par Kaido et le 3e par Big Mom. La question que je me suis posée, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, mais pourquoi ce n'est pas l'un des deux qui détient les deux, quoi? Est-ce que Kaido craint Big Mom? Parce que voilà, on a tous une idée, même si on le fait pas exprès, mais on pense tous que Kaido est largement plus puissant que Big Mom, ou au moins plus puissant que Big Mom. Donc je me demandais pourquoi Kaido n'est tout simplement pas parti latter la gueule à Big Mom et reprendre le poneglyphe. C'est une question légitime. Mais la question que je me pose, moi, vraiment, c'est Shanks dans tout ça. Shanks, pourquoi on parle pas de Shanks? Barbe Noire, on sait. Barbe Noire, de toute façon, il vient d'intégrer un petit peu le game. Il est nouveau. Je m'attendais pas à ce qu'il ait de poneglyphes. Même si lui, c'est un vicieux, il peut les voler. Mais bon, lui, de toute façon, on s'en bat les couilles. C'est Shanks, moi, qui m'intéresse. Il était quand même avec Goldie Roger. Pourquoi? Il sait qu'il y a 4 poneglyphes. Mais peut-être qu'il sait aussi où se trouve Raftel. Donc à partir de là, je me demande juste, Shanks dans tout ça, il en est où? S'il sait où est Raftel, pourquoi il y va pas? Est-ce que c'est par rapport au One Piece justement? Est-ce qu'il lui faut quelqu'un pour pouvoir justement trouver le One Piece ou autre? Mais beaucoup de questions par rapport à Shanks. Moi, ce chapitre-là, j'avais Shanks en tête tout le temps. J'attendais qu'il parle de lui, mais à aucun moment ça a été le cas. Donc voilà, grosse question, grosse interrogation sur Shanks. Mais pour revenir à Kaido, tout ça, on voit que Luffy est maintenant dans l'obligation d'avoir une interaction, pas une interaction, mais une altercation plutôt, ou au moins une confrontation avec Kaido et Big Mom. Parce que même s'il va voler les poneglyphes, peut-être que Big Mom, il pourrait les voler. Mais avec Kaido, non, je pense pas. Parce que Kaido, ce qu'il a fait à Wano, déjà, il occupe Wano. Et Wano Kuni, ça va être la prochaine île. C'est une île par laquelle va obligatoirement passer Luffy et donc voir Kaido. Et par conséquent, il y aura une confrontation Luffy-Kaido. À partir de là, mais même si lui ne va pas le chercher, peut-être qu'il se fait discret, mais Kaido, comme a dit Nekomamushi, il va vouloir Robin. Maintenant que Oden est mort, d'ailleurs je vais revenir sur ça vers la fin, mais maintenant qu'il n'y a plus quelqu'un pour déchiffrer les poneglyphes, il va aller chercher Robin. Tous vont chercher Robin. Et donc Luffy va forcément devoir se confronter à eux. Et voilà, le combat Luffy-Kaido est sûr à 100%, je pense. Après Big Mom, Luffy, je pense qu'il y aura aussi un combat, même si... voilà, il faut voir. Mais on va pas s'avancer là-dessus. Je préfère, surtout par rapport à Big Mom, mais on verra tout ça. Et enfin, la dernière partie, c'est une partie qui nous introduit un petit peu de manière très émouvante, je trouve. Oden Kuzuki, qui est l'héritier du clan créateur des poneglyphes, et qui a été
autrefois membre de l'équipage de Goldie Roger. Ce mec, déjà, sans le connaître, il envoie du lourd. Mais on sait malheureusement qu'il a été exécuté par Kaido et le shogun de Wano Kuni. Ça, c'est du très très lourd. Déjà, on sait qu'il y a un shogun qui est en place. Il y a Kaido qui est présent dans toute cette merde. Et en plus, on sait que Kaido est cruel, parce qu'il l'a tué, il l'a fait bouillir quand même. C'est très très chaud. Kaido, c'est vraiment un enculé. Mais j'ai beaucoup de questions sur lui aussi. Mais première question que je me pose, est-ce que ce Oden Kozuki est vraiment mort? Ça, c'est une question importante parce que il a été exécuté. Je pense que c'était quelqu'un d'assez puissant pour avoir voyagé avec Gold Roger. Je pense que c'était quelqu'un d'assez puissant. Est-ce qu'il est vraiment mort ou est-ce que c'est un stratagème pour dissimuler tout ça? Peut-être. Moi, je pense que à 70% qu'il soit mort, mais on verra. Autre question, est-ce que ce Oden Kozuki, est-ce que c'est Scopper Gaban? C'est la question qui me travaille. Parce qu'on sait que le troisième homme de Goldie Roger, le mec, si vous vous rappelez pas, c'est le mec avec les lunettes, avec un petit peu la crinière derrière, avec les cheveux longs, avec une chemise bleue, je crois. Il a aussi une hache ou une épée, je sais plus exactement, mais est-ce qu'on peut se demander si c'est pas Oden Kozuki? En plus, il était plutôt jeune. Donc ça serait possible qu'il ait un enfant de l'âge de Momonosuke. Mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Scopper Gaban? J'espère pas, parce que j'espère voir Scopper Gaban par la suite. J'espère qu'il va avoir un rôle par rapport à un potentiel power-up de Luffy et des autres. Mais est-ce que ça peut être lui? Je sais pas, parce que on n'a pas vu, si c'est pas lui, on n'a pas vu Oden Kozuki lorsqu'on a présenté un petit peu Goldie Roger. Or, c'est un personnage très important parce que quand même, il arrive à déchiffrer les poneglyphes. Donc pour moi, personnellement, je pense pas que ce soit Scopper Gaban. Mais tout est possible. Et troisième chose, on sait que le clan Kozuki, c'est un petit peu un clan spécialisé dans le taillage de pierre. Ils ont une technologie, comme l'avait dit Kinemon, je pense, ils ont une technologie très 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 avancée par rapport à ça. Et c'est eux qui ont réussi à créer les poneglyphes. Les poneglyphes, personne n'a réussi à les détruire. C'est un peu une version obsolète, une version primitive du granit marin. Donc la question que je me pose, c'est par rapport à Vegapunk. Est-ce qu'il serait pas peut-être issu de ce clan-là pour avoir un savoir-faire par rapport au granit marin? Parce que le granit marin, si on vient on vient un petit peu analyser les choses, le granit marin, c'est un peu une version 2.0 des poneglyphes, du matériau, quoi, de la matière. Parce que bon, le granit marin est aussi un petit peu indestructible, sauf que il a en plus une faculté de immobiliser les utilisateurs des fruits du démon. Donc peut-être que Vegapunk est issu du clan Kozuki, mais on sait que Vegapunk a grandi. Je ne sais pas s'il a grandi ou s'il est né là-bas, mais on sait au moins qu'il a grandi dans l'île où s'est retrouvé Franky pendant l'ellipse des 2 ans. Donc, si c'est le cas, il n'a pas grandi à Wano Kuni, ou qu'il a juste étudié les poneglyphes de Wano Kuni pour arriver au résultat qui est le granit marin. Il n'a pas forcément de lien avec eux, peut-être qu'il a juste étudié les poneglyphes. Donc, beaucoup de questions par rapport à ça aussi. Et pour revenir sur Shanks, parce que vraiment c'est quelque chose qui me trotte la tête, Shanks pour moi, si Kaido, pourquoi Kaido, on sait que pourquoi Kaido a exécuté Oden Kozuki, c'est parce qu'il avait un savoir-faire au niveau des poneglyphes, comment dire, il savait comment déchiffrer les poneglyphes, mais il l'a tué. Donc il s'est pris à un plus faible que lui. On sait que Kaido a croisé Shanks plusieurs fois. Si Kaido est si fort que ça, pourquoi ne s'est-il pas pris à Shanks directement? On sait que pendant l'arc Marineford, il a eu une confrontation Kaido-Shanks. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement, mais on sait que
que Shanks a réussi à stopper Kaido. Est-ce que Shanks nous cache des choses? Est-ce que Shanks ne serait pas plus redoutable qu'il n'en a l'air? Est-ce que Shanks ne serait pas un monstre beaucoup plus cruel que Kaido, beaucoup plus monstrueux que Kaido? Parce que quand même, pour réussir à... Parce que là, on connaît de mieux en mieux Kaido et ses hommes. Quand tu vois Jack et comment il n'hésite pas à martyriser, à torturer, à mettre en couille tout ce qui passe sous sa main, on se doute un peu que Kaido il doit être pire. Et quand on voit ce qu'a fait Kaido à ce Oden Kozuki, on voit que c'est pas un enfant de cœur, c'est un mec, c'est un vrai enculé, c'est un véritable enculé. Donc il n'aurait pas hésité à niquer la gueule à Shanks s'il aurait pu. Donc je me pose la question si Shanks, il serait pas d'un niveau tout autre que tous les autres en fait, parce que c'est quand même assez bizarre, puisque Shanks dans un sens il connaît les secrets de ce monde, il connaît où se trouve Raftel, il connaît ce qu'est le One Piece, il sait tout Shanks, il sait absolument tout. Kaido aurait tout simplement pu aller prendre Shanks et l'obliger à lui dire les choses, s'ils étaient vraiment d'une puissance similaire, ou si Shanks était vraiment le personnage qu'on voit un peu indifférent à tout ce qui l'entoure, un peu nonchalant, voire on sait qu'il est surpuissant, mais on doute qu'il soit beaucoup plus puissant que Kaido, mais peut-être qu'il cache des choses, et ça je voudrais bien savoir pourquoi Kaido tout simplement ne s'est pas pris à Shanks. Ça serait beaucoup plus simple, il gagnerait beaucoup plus de temps et beaucoup de choses seraient résolues. Mais bon, et dernière question, là c'est la dernière, je vous le garantis, c'est par rapport au Shogun et par rapport à Zoro aussi. On sait que Zoro, tout comme Sanji, on n'a pas d'informations sur son passé, sur son enfance, on n'a pas d'informations sur ce qui s'est passé avant de se retrouver avec son maître, je sais plus comment il s'appelle, le père de Kuina. Et la question que je me pose, c'est, on sait que Oda a souvent tendance à laisser Zoro pour la fin, quoi, en termes de révélation. Là, il va y avoir Sanji, et juste après, il y aura Zoro, forcément. Et Luffy est fils de dragon, le leader, un mec super charismatique, le criminel le plus recherché au monde, leader d'une des armées les plus influentes de la planète. Sanji, le fils d'un mec, du chef d'une armée légendaire qui dirige le nouveau monde, qui dirige un peu la pègre au nouveau monde, qui travaille dans les ténèbres, vraiment quelque chose d'impressionnant. Zoro, il peut pas être fils d'un sous-fifre, ok? Donc Zoro, il doit forcément être le fils aussi peut-être que le shogun présent actuellement, allons-y. Tentons une petite théorie. Peut-être que le shogun qui a participé à la mort d'Oden Kozuki, peut-être que ce shogun-là, il a pris la force, il a pris le pouvoir, le trône, le pouvoir, parce que le shogun c'est un peu juste un leader militaire, etc. Peut-être qu'il a pris le pouvoir grâce à l'aide de Kaido, et que forcément après Kaido a eu le droit de faire ce qu'il voulait et d'interroger Oden Kozuki et aller jusqu'à l'exécution de ce dernier. Donc pour moi, le shogun qui occupe maintenant et qui a le pouvoir actuellement à Wano Kuni n'est pas le vrai shogun. Le vrai shogun a été mis à l'écart. Donc ce que je me dis, peut-être que Zoro peut être un descendant de ce shogun, du vrai shogun, et peut-être Zoro pardon, peut-être que Zoro aurait du sang royal qui coulerait de ses veines. Peut-être que Zoro serait plus qu'un daimyo, peut-être qu'il serait le fils du vrai shogun de Wano, qui a été écarté ou évincé. Et voilà, donc à Wano Kuni, ça va être un petit peu... ou alors, peut-être que Zoro est le fils d'un des samouraïs légendaires qu'il y a sur Wano Kuni. D'ailleurs, je me pose la question si vraiment Kaido a réussi à prendre le pouvoir, et on sait que Wano Kuni, c'est l'un des pays les plus puissants au monde. Comment ils ont pu laisser, avec des combattants aussi puissants, comment ils ont pu laisser entrer des mecs comme Kaido, s'ils sont vraiment aussi puissants que ça? Je suis un peu déçu de ça, mais bon, on verra par la suite. Mais tout ça pour dire que peut-être que Zoro est d'une famille royale,
est le fils du shogun, du vrai shogun de Wano Kuni. De toute manière, on aura la réponse dans peut-être 2-3 ans, mais on est patient, on peut attendre. Voilà, c'est tout pour ce chapitre. J'espère que j'ai pas été trop long, que je suis pas parti trop en couille. Voilà, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de ce que j'ai dit, ce que vous pensez de mes spéculations, de mes mini-théories. Et n'hésitez pas à me donner vos idées. D'ailleurs, je prépare une théorie très intéressante, comme je vous l'ai dit, sur le 4e poneglyphe. Allez la voir, je pense que allez la voir si elle est disponible. Sinon, elle sera disponible juste après cette vidéo. Allez voir quand même, peut-être que je l'ai déjà déposée au moment où vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, je pense, je suis très impatient de mettre en ligne ma théorie. Je pense que j'ai trouvé des éléments assez intéressants. Mais voilà. De toute manière, vous l'aurez très bientôt. Pour cela, donc, je vous conseille de vous abonner pour avoir les nouveautés, de mettre des pouces bleus, ça fait très plaisir, et de me laisser vos avis en commentaire, ça fait aussi beaucoup plaisir. Je sais pas si c'est français ça, mais ça fait très plaisir en tout cas. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!